Aujourd'hui, j'ai envie de vous parler d'un livre, mais surtout d'un malentendu. Un malentendu qui concerne énormément de musiciens, le solfège. Beaucoup de gens pensent détester la théorie musicale, alors qu'en réalité, ils détestent surtout la manière dont on leur a enseigné. On leur a appris des noms de notes, des tonalités, des intervalles, des règles, mais souvent sans lien avec la vraie pratique musicale, sans leur montrer ce que ça change quand on joue, quand on écoute ou qu'on ressent la musique. À force, le solfège va devenir quelque chose de froid, de scolaire, d'abstrait, presque intimidant. Alors qu'en réalité, la théorie musicale est un outil vivant et profondément utile. Quand elle est bien transmise, elle sert à mieux entendre une phrase, les tensions, les résolutions, les couleurs, les appuis, bref, à mieux comprendre et vivre la musique. Tout ça pour dire que la théorie n'est pas censée nous éloigner de la musique, elle est au contraire censée nous en rapprocher. Et c'est précisément pour cela que j'ai envie de vous parler aujourd'hui d'un livre exceptionnel. C'est le Guide de la théorie de la musique de Claude Abromont et Eugène de Montalembert. Parce que ce livre peut vous aider à reconstruire quelque chose d'essentiel. Un lien intelligent, sensible et vivant avec ce qu'on appelle souvent trop vite le solfège. Alors, je préfère vous le dire tout de suite, ce n'est ni un manuel simplifié, ni un roman qu'on lit comme ça en une soirée. C'est un ouvrage dense, riche et très complet. Mais justement, sa force, c'est qu'il ne se contente pas d'aligner des notions et des définitions. Il permet peu à peu de comprendre que les notes, le rythme, les tonalités, les gammes, les accords, les cadences, les modulations, tout cela, ce ne sont pas des chapitres qu'il faut juste mémoriser mécaniquement. Ce sont en réalité les différentes facettes d'un même langage, la musique. Et si on continue sur l'analogie du langage, parler, lu, écrit, toutes ces facettes, ce sont en fait la grammaire, la conjugaison, l'orthographe, qui nous permet de lire, d'écrire et de converser avec d'autres personnes. Et ça, c'est très important de le réaliser pour comprendre à quel point c'est précieux d'apprendre le solfège. Parce qu'à partir du moment où on commence à voir les liens entre les choses et à quoi elles nous servent, on n'est plus en train de simplement exécuter les notes sur une partition. On est en train de comprendre ce qu'on est en train de faire et d'interpréter de la musique. Et pour moi, c'est à ce moment-là que la théorie devient passionnante. Donc dans cette vidéo, je vais vous montrer ce que contient concrètement ce guide et pourquoi il va être si précieux pour votre pratique musicale. Et avant de continuer, n'oubliez pas de vous abonner pour toujours plus de contenu autour du violoncelle sur cette chaîne chaque semaine. Alors qu'est-ce qu'on trouve dans ce guide? Ce qui est intéressant, c'est que comme je vous le disais tout à l'heure, il ne se contente pas d'aligner des notions musicales. Il propose vraiment un parcours à travers le langage musical, comme si en fait on prenait un peu de recul pour voir comment tout cela s'organise. D'abord, il revient sur les fondations, le langage de base, les notes, les altérations, la portée, les clés, tout ce qui permet de situer un son, de le lire et de l'écrire. C'est là que se construisent vraiment les premières bases solides. Et ce que je trouve très agréable dans ce livre, c'est que les définitions sont simples, faciles à lire, mais extrêmement précises. C'est-à-dire que de mon point de vue, quelqu'un qui ne connaît rien à la musique va pouvoir apprendre des choses en lisant ce livre, et moi-même qui suis violoncelliste professionnelle, je lis les mêmes définitions et j'en reçois également énormément de valeur. On est vraiment sur quelque chose de polyvalent, d'accessible, de vulgarisé et en même temps d'extrêmement précis et rigoureux. Donc après ce premier chapitre fondamental sur les hauteurs de son, on passe sur celui des durées et des rythmes. Le temps en musique, c'est évidemment absolument essentiel. Donc dans ce chapitre, on va parler de rythme, de tempo, de mesure, de pulsation, de subdivision. Et ce chapitre, il est extrêmement précieux parce que moi, j'ai plusieurs élèves qui n'arrivent pas à bien jouer en rythme. Souvent, c'est pas un problème de rythme, c'est un problème de pulsation parce que les élèves n'arrivent pas à subdiviser les temps à l'intérieur de la mesure. Et quand je leur parle de subdivision, souvent, c'est une notion qui est un petit peu abstraite. Et dans ce chapitre, on comprend tout ça très concrètement avec des exemples clairs et musicaux. Ensuite, va s'ouvrir un grand chapitre sur la tonalité, dans laquelle on va commencer par étudier les intervalles et les gammes. Et là, c'est extrêmement précieux de le relier à notre pratique, parce que comprendre les intervalles entre les notes, c'est aussi savoir jouer juste, c'est savoir où on se dirige quand on va d'une note à une autre. Et comprendre les gammes, c'est comprendre pourquoi certaines notes fonctionnent mieux ensemble que d'autres. Et c'est tout l'intérêt également de comprendre ce que c'est qu'une tonalité, à savoir un groupe de notes qui fonctionnent ensemble et qui peuvent donner différentes couleurs, différentes émotions aux pièces que nous jouons. Ensuite, on va rentrer plus dans le détail en parlant d'accords, de degrés, de fonctions, de cadences. Et tout cela, ça nous permet de comprendre comment la musique s'articule d'un point de vue harmonique.
Quand on interprète de la musique et quand on joue du violoncelle ou n'importe quel autre instrument, c'est très important de comprendre la structure harmonique de ce qu'on joue, parce que ça nous dit exactement comment la phrase est construite. Où elle commence, comment elle se déroule, quels sont les points culminants et comment elle se termine. Ça nous permet de comprendre les tensions et les détentes dans une phrase musicale. Dans les moments de tension, on va rencontrer certains types d'accords, certaines progressions d'accords, et dans les moments de résolution, de détente, on va en rencontrer d'autres. Et le fait de connaître la mécanique de tout cela, de comprendre comment ça fonctionne et pourquoi, ça nous permet ensuite d'interpréter la musique, de donner plus d'appui sur un moment plus tendu, de lui donner plus d'émotion, plus d'expressivité, et de pouvoir ensuite relâcher le son quand ça se détend harmoniquement. Donc la compréhension des intervalles, des accords, des cadences et de toute la structure harmonique d'une phrase nous permet de l'interpréter de manière musicale. Après ce chapitre sur la tonalité, on a un chapitre sur la mesure et le mouvement qui va vraiment aller approfondir cette notion du temps dans la musique. Puis un chapitre sur l'harmonie où on va encore plus rentrer dans le détail de la signification des accords. On va parler des chiffrages, des notes étrangères, des modes, des modulations. À ce stade, vous pensez peut-être que ça commence à devenir très technique et que quelqu'un qui ne connaît pas bien la musique ne pourra jamais arriver à comprendre ce chapitre. Mais non, en fait, ça reste absolument simple à lire. C'est extrêmement bien expliqué. On va tout de suite à l'essentiel. Les exemples sont clairs tout en étant toujours aussi précis. Tous les mots sont expliqués et les définitions sont intégrées au texte. C'est-à-dire que vous n'avez pas des petites astérix à chaque mot pour aller chercher à la fin du livre la définition dans un lexique. Tout est harmonisé, si j'ose dire. Ensuite, on passe au 7e chapitre et donc on va dire que les 6 premiers chapitres, on est vraiment sur des données, des informations structurelles. On a parlé de rythme, de tonalité, de mesure, d'harmonie. C'est vraiment structurel et fondamental. À partir du 7e chapitre, on va commencer à ouvrir un petit peu plus avec, par exemple, un chapitre sur l'interprétation et le phrasé, la notation musicale, le langage musical. À partir de ces chapitres, ce qui est très intéressant, c'est qu'on arrête de voir des notions séparées et on commence à avoir une cohérence globale. Et ça, c'est surtout possible grâce au contexte qui nous est donné. Partout, on va avoir un contexte historique. C'est pas juste des notions isolées qu'on doit apprendre. Elles sont contextualisées. On nous explique d'où elles viennent, pourquoi elles sont là et surtout comment elles ont évolué jusqu'à nous. Je trouve ça particulièrement intéressant par exemple quand on parle des clés. La clé de sol, la clé de fa et la clé d'ut. La clé de sol par exemple qui montre où est le sol et le sol en notation internationale c'est un G. Eh bien la clé de sol c'est la lettre G. C'est juste qu'elle a été tellement calligraphiée et elle a tellement évolué au fil des siècles qu'aujourd'hui elle ressemble à ça et ça ressemble plus trop à un G. Mais à la base c'est un G. La clé de fa, c'est pareil. Le fa, c'est un F et la clé de fa, c'est un F à la base. C'est juste que la calligraphie a évolué pour donner ce qui ressemble plutôt à un C aujourd'hui, avec 2 points qui nous montrent où est le fa, mais c'est bien un F à la base. Et la clé d'ut, qui est en réalité la clé de Do, ut et Do, c'est la même chose, c'est juste qu'au début ça s'appelait ut et c'est devenu Do. La clé de Do, donc, nous montre où est le Do, et donc en notation internationale, c'est un C. Et donc la clé d'ut à la base, c'est un C qui a ensuite évolué pour devenir cette sorte de B même, je dirais, ça ressemble pas vraiment à un C, mais à la base c'est un C. Donc ça, je trouve ça vraiment très intéressant, ça nous permet de contextualiser pourquoi les choses sont ainsi et comment elles ont évolué, et ça donne beaucoup de sens à l'apprentissage du solfège, en l'occurrence là de la lecture de notes. Un autre exemple que j'aime beaucoup, c'est l'origine des notes. D'où viennent Do, Ré, Mi, Fa, Sol, La, Si? Nous, ça nous paraît évident que ces notes aient ce nom-là, mais ça n'a pas toujours été le cas. Déjà, Do ne s'est pas toujours appelé Do, comme je vous le disais à l'instant, ça s'appelait Ut au début, c'est devenu Do plus tard. Et aussi, quand cette échelle de notes a été créée, il n'y avait que 6 notes, donc il n'y avait pas de Si. C'était Ut, Ré, Mi, Fa, Sol, La. Le Si, en fait, existait en tant que note, mais c'était un degré, ce qu'on appelle un degré, mobile. Il changeait en fonction du sens de la musique. Si la musique montait, il était élevé d'un demi-ton, et si la musique descendait, il était bécard. Donc ça rendait instable son utilisation de manière fixe, et ça s'est stabilisé que beaucoup plus tard. Donc dans cette première échelle, il n'y avait que 6 notes, on appelait ça un hexacorde, et ça a été théorisé et donc noté par une personne qui s'appelle Guido d'Arezzo, qui était un moine italien qui a vécu au Xe siècle. Et il avait vraiment un objectif pédagogique, c'était pour qu'on puisse se souvenir des notes, qu'on leur a donné un nom. Et
comment il a choisi le nom des notes? J'adore cette histoire. Il a utilisé une mélodie, c'était un hymne à Saint Jean-Baptiste, qui était composé d'un texte en latin, et chaque hémistiche commençait sur une note différente et ça suivait les notes de la gamme. Donc le premier hémistiche commençait sur le Do, le deuxième sur le Ré, le troisième sur le Mi, etc. Donc il a pris en fait la première syllabe de chaque hémistiche et c'est devenu le nom de la note. Donc la première hémistiche commence sur ut, ut est devenu ut parce que cette syllabe est placée sur un Do. Celui du Ré, c'était le mot résonare. La première syllabe du mot résonare est sur un Ré, donc cette note est devenue Ré. Et ainsi de suite, Mi, Fa, Sol, La. Et comme je vous le disais tout à l'heure, le Si était mobile à cette époque, donc il n'a pas été théorisé au Xe siècle. En fait, il s'est stabilisé vers le XVIIe siècle, donc c'était beaucoup plus tard. Et d'ailleurs, Guido d'Arezzo s'est également rendu célèbre avec sa main, la main guidonienne, qui est en fait un moyen de retenir l'ordre des notes, où il a utilisé en fait une visualisation sur les phalanges de la main, et c'est vraiment très brillant pédagogiquement. Bon, je vais m'arrêter là parce que sinon on en a pour 3 heures de vidéo, mais voyez, tout est comme ça dans ce livre. Tout est raconté de manière à ce qu'une fois qu'on rentre dedans, on est vraiment embarqué en fait dans cette histoire qui est fascinante, et en plus tout est toujours expliqué de manière simple, claire et précise. Donc là, on a fait le tour de la première partie qui aborde et approfondit toutes les notions théoriques. Et il y a ensuite une deuxième partie qui s'appelle Les théoriciens, qui est présentée sous forme de dictionnaire où en fait on va avoir tous les théoriciens qui ont apporté leur pierre à l'édifice et on va avoir un paragraphe plus ou moins long sur leur vie et sur leur travail. Ce que je trouve très intéressant avec cette partie-là, c'est qu'on comprend que la théorie ne s'est pas construite toute seule. Ce sont des dizaines de personnes qui ont contribué petit à petit au fil des siècles à élaborer la théorie musicale telle qu'on la connaît aujourd'hui. Tout s'est construit petit à petit, donc en lisant les histoires de ces personnes, on comprend quelle a été la contribution de chacun, pourquoi ils ont proposé cela, en réaction de quoi ça a été fait, et ça nous permet de donner à nouveau du sens, de la perspective, de la cohérence à toute cette histoire de la théorie, et pas juste comme si c'était un bloc qui tombait du ciel avec des règles qui étaient figées depuis 2000 ans. Et finalement, je trouve que c'est une des choses les plus précieuses que nous apporte ce livre, c'est qu'il ne se contente pas de nous apprendre des choses, il nous apprend à relier les choses entre elles, à relier ce qu'on lit à ce qu'on entend, et surtout à relier la théorie avec la musique vivante. Et personnellement, je trouve que aborder le solfège ou la théorie de la musique avec cette démarche-là, ça change tout. Ça transforme vraiment ce livre en compagnon de route et pas comme un fardeau. Donc au fond, si vous avez toujours vu le solfège comme quelque chose de sec, d'aride, d'intimidant, eh bien c'est peut-être qu'on vous l'a jamais enseigné de manière vraiment vivante. J'espère que cette vidéo vous a été utile. N'hésitez pas à me raconter votre histoire en commentaire. Est-ce que vous êtes traumatisé du solfège? Est-ce que cette vidéo vous donne envie de vous y remettre? Est-ce que vous avez envie de vous procurer ce livre pour vous plonger dans le monde de la théorie musicale? J'ai vraiment hâte de savoir ce que vous en pensez. Merci de m'avoir écouté jusqu'au bout. N'oubliez pas de vous abonner et je vous souhaite à tous une très bonne journée.